Bonjour, je suis Courseran Patricia, technicienne amont sur le vignoble de la cave coopérative Les Vignerons du Narbonnais. Donc je vous présente d'abord ma cave. Les Vignerons du Narbonnais est une cave coopérative qui s'étend sur 1700 hectares, qui en moyenne produit 125 000 hectos et qui a un pourcentage de blanc à hauteur de 25%. Les problèmes oïdium sont habituellement maîtrisés, mais en 2012, les observations au vignoble ont fait apparaître des problèmes dès début juin sur Chardonnay et Carignan. Le suivi du vignoble sur Chardonnay avant récolte a entraîné un déclassement de 30% des parcelles visitées, soit un tonnage de 18%. À la réception d'ébène, nous disposons du Caliris qui, à titre expérimental, nous permet d'observer l'ébène, la récolte fraîche. Donc cet outil nous permet la sélection et le contrôle de la matière première. Donc en fait, il s'agit de photographie d'ébène, comme je le disais, qui nous permet de déterminer le taux de coloration, la colorimétrie. Ainsi, on peut déterminer les états sanitaires ou les états de maturité. Donc l'analyse d'ébène confirme les observations. Cette année, on confirmé les observations au vignoble par les techniciens et ont permis de sélectionner la matière première afin d'adapter un itinéraire technique en œnologie selon les produits. Voici deux exemples extrêmes des photos qui ont été prises sur l'ébène, comme je vous l'indiquais, au poste avancé. Donc dans un premier cas, le 1% représente le 1% d'altération. 25%, c'était le maximum que nous avons vu cette année. Heureusement pour nous, ça ne concernait que 10 bennes. Donc, suite à ce constat, nous avons voulu mettre en place une audite de nos adhérents. Donc, après les vendanges, nous avons constaté en effet une perte quantitative pour les exploitations, mais aussi qualitative pour la cave. Donc, en collaboration avec l'IFV, nous avons cherché à comprendre ce qui se passait. Donc, suite à l'audit, les résultats ont été proposés à décortiquer par l'IFV afin d'expliquer les échecs de la protection. Le but de cette pratique est de mettre en place un appui et un conseil auprès des vignerons pour la campagne 2013. L'enquête est orientée sur deux sujets. Donc, la pulvérisation, nous avons demandé la puissance des tracteurs, le type de pulvérisation, volume hectare, le nombre de rangs traités. Ensuite, la stratégie, la date de traitement et les produits utilisés. Dans le cas où il y avait des problèmes, nous avons demandé sur quel cépage et s'ils avaient été satisfaits ou non de leur programme. Les limites de cette enquête, c'est que nous n'avons pas voulu trop pousser les orientations, mais c'est vrai que pour décortiquer, il nous manquait des éléments, tels que le nombre de variations de rang, c'est-à-dire en début et en fin de campagne, donc la date de la variation, la configuration du pulvérisateur, de main, de canon ou une voûte, la vitesse d'avancement, les doses de produits utilisés, l'antériorité 2011. Au final, sur 300 adhérents, nous avons eu 58 réponses, soit 20%. Donc ça reste un petit résultat, mais c'était quand même intéressant. Il en ressort que les cépages à problème coïncident avec les cépages habituellement sensibles, ce qui laisse penser que l'enquête était valable. Donc Chardonnay, Carignan, Grenache, Merlot. De plus, ça colle bien avec ce qui a été observé sur le terrain par les techniciens. En distinguant les satisfaits et les non satisfaits, nous pouvons observer qu'en moyenne de traitement, la moyenne s'avoisine à 7. Il n'y a pas de différence notable entre les deux. Juste, il est à remarquer que pour les satisfaits, l'être à partir de 4 traitements, ça se conçoit, mais 11, donc c'est quelqu'un qui a dû se bagarrer un peu plus pour arriver au résultat de satisfaction. Pas de différence majeure. Une parcelle à problème sur 2 a reçu un traitement de plus. Voici donc là, nous allons passer je vous présente les personnes qui étaient mécontentes de leur stratégie, donc qui avaient des problèmes d'oïdium à la vendange 2012. Donc, dans un premier temps, nous avons regardé les pulvérisateurs, donc en observant précisément les volumes hectares. Donc, nous distinguons deux types de pulvés, les pneumatiques et les aéros.
Au total, nous pouvons constater que 30% seulement, 29% seulement des pulvérisateurs étaient correctement réglés. Ce qui est en vert, ce sont les volumes corrects. Ce qui n'est pas en couleur, c'est qu'il y a, enfin, on est loin des préconisations habituelles, le 700 étant une anomalie. Donc nous pouvons constater déjà qu'un appareil sur 3 est correctement réglé. Ensuite, voici juste un extrait, puisque ça ne rentrait pas des personnes qui étaient satisfaites, donc qui n'avaient pas de problème d'oïdium à la vendange 2012. Déjà, nous pouvons observer qu'au total, 44% des pulvés étaient plus cohérents en volume hectare pour traiter. Une majorité aussi de G portés, donc peut-être donc moins sensibles à d'éventuelles intempéries ou telles que le vent. Donc là, dans le cas des satisfaits, un appareil sur 2 est correctement réglé. Quelques anomalies criantes. Malgré tout, nous avons observé parmi les informations données par les viticulteurs que 10% des tracteurs étaient inférieurs à 50 chevaux, ce qui, dans le cas d'un pulvérisateur pneumatique, est un peu limite, puisque pour faire fonctionner la turbine, il faut au minimum 30-35 chevaux. Et aussi des volumes hectares non conformes, qui sûrement étaient liés à des passages tous les 4 en fin de campagne. Nous avons retenu les personnes qui avaient des problématiques oïdium, mais dont les pulvérisateurs étaient cohérents. Enfin, les volumes hectares utilisés étaient cohérents. Il ne reste plus que 7 stratégies sur les 24 initiales. Donc, les premiers repiquages étaient visibles à partir du 18-19 avril. Ils étaient plus fréquents au 24 avril et observables aisément le 10 mai sur boutons floraux séparés. Donc nous pouvons observer que déjà les 2 stratégies sortent du lot, puisque le premier traitement était au 8 mai, donc trop tardif, comme disait M. Mollo, sûrement dû à la diversité des stades phénologiques. Donc aussi des cadences bien trop longues. On a là les 4 premiers traitements et nous pouvons observer des cadences entre 18 et 23 jours, ce qui est assez impensable. Donc là, le cas est à 16 jours alors qu'il y avait un IBS seulement, un premier IBS. Ensuite, 17 jours. Donc ça élimine ces 4 stratégies. Il n'en reste plus que 3. Le programme 16, on le retient malgré tout, mais il est un peu limite puisqu'il est à 15 jours. Sur 7 cas de mécontents avec pulvérisation correcte, seulement 2 à 3 ont respecté fin mai les préconisations. Nous allons observer la suite de ces programmes. Nous retenons en effet que les 3 qui étaient à retenir. Donc, nouveaux symptômes sur feuilles parfois nombreux au 4 juin. Augmentation significative sur grappe au 18 juin. Le programme 4 décroche puisqu'il a une cadence bien trop longue, entre 18 et 22 jours par 2 fois. Confirmation du déclassement du programme 7, puisque 19 jours, c'est assez important. Le programme 10 est aussi trop long, puisque 14 jours après un soufre mouillable, ce n'est pas préconisé. En plus, avec un talent d'eau derrière qui n'a pas d'effet curatif, normalement, c'est cohérent, c'est logique que ça décroche. Donc nous éliminons ces 2 programmes-là, il n'en reste plus qu'un. Donc sur 24 cas de mécontents, un seul où la suspicion de résistance est possible. En conclusion, sur la totalité des réponses, la moitié avait donc des problèmes d'oïdium, mais un seul cas où les bonnes pratiques sont respectées. Les échecs de protection sont liés à de multiples causes, la résistance au QI n'étant pas visible ici sur cette enquête. Donc apparemment, au niveau pulvérisation, au niveau traitement, ça a décroché. Je vous remercie de votre attention.